Serni Matoko, bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Alors, votre roman s'inspire fortement de votre enfance, marquée par la modestie, les croyances populaires et les réalités sociales de Pointe-Noire. Qu'est-ce qui vous a poussé à transformer ce vécu parfois douloureux, il faut le dire, en une véritable matière littéraire? Je tiens tout d'abord à saluer la pertinence de votre question et à saisir cette occasion pour apporter un éclairage sur des concepts qui sont parfois manipulés par des lecteurs entre modestie et pauvreté. Et c'est très important parce que il faut quand même souligner qu'il y a deux degrés de modestie, si on peut dire, pour ne pas dire de pauvreté, et que je n'ai pas vécu dans une modestie la plus abjecte. Bien au contraire. Bien au contraire, j'ai vécu avec ma grand-mère, mais qui, grâce à son commerce florissant, s'est battue, bec et ongle, à nous donner l'essentiel de la vie, à nous apporter la joie et le bonheur. Et d'ailleurs, dans une période où, quand j'étais au collégien, je partais au collège Trois-Glorieuses avec un billet de 1000 francs. Vous vous rendez compte, à cette époque, 1000 francs pour un collégien, c'était énorme. Et quand je partais à cette époque, je dis bien, c'était énorme. Quand je partais effectivement au collège, ça veut dire que j'ai décrit une partie de laquelle que quand j'avais besoin d'argent, je n'en manquais pas. Parce que il fallait juste que je demande à ma grand-mère, et c'était comme une forme de sésame, et la porte du bonheur financier s'ouvrait à moi. Donc, pour répondre à votre question, qu'est-ce qui a donné la matière? La matière, pour moi, c'est avant tout l'environnement. C'est l'environnement. Ça me rappelle un peu l'histoire de Kamaralai, qui est mon livre de chevet, qui disait que, au départ, il voulait parler juste de son enfance, mais il ne se rendait pas compte qu'en parlant de son enfance, en réalité, il devait toucher également les aspects de la vie quotidienne, sociale de son pays, qui est la Guinée. Autant pour moi. Donc, c'est d'abord l'enfance qui m'a motivé et aussi une partie de ma jeunesse. Mais l'objectif poursuivi, c'était d'immortaliser les moments très forts de bonheur et de joie que j'ai vécu. La part de modestie que j'ai décrite n'est qu'une partie infime de l'asperge, mais qui est surplantée par un océan de bonheur et de joie que j'ai éprouvé auprès de ma grand-mère. Je vous remercie, Prince Serni Matoko, et surtout que vous nous apportez une réelle nuance entre modestie et précarité. J'ai remarqué aussi que certains termes employés dans votre roman trahissent fortement votre profession de magistrat. Comment conciliez-vous l'exigence narrative du roman avec cette précision presque procédurale qui marque votre écriture? Vous savez, quand on est juriste, pour les juristes qui sont dans la salle, la première des choses qu'on apprend à un juriste, dès la première année, c'est la rigueur. Ce qui fait que lorsqu'on a été pendant longtemps, et c'est ce que je fais, baigner à la fois entre le droit et l'enseignement et la justice, vous comprenez, c'est un peu très difficile pour moi de me départir d'un moment à l'autre de style un peu juridique. Mais, tout quand on fait, il faut quand même faire la part des choses entre le style narratif et le style juridique qui est utilisé lorsqu'il faut persuader le lecteur. Très bien, je comprends par là que vous avez le droit dans le sang. Oui. Alors aussi, j'ai remarqué que la figure de votre grand-mère, symbole d'un amour inconditionnel, incommensurable, d'un combat silencieux pour votre avenir, traverse tout le récit comme une lumière. Comment avez-vous travaillé la représentation de cet héritage affectif dans votre œuvre? L'héritage affectif, il fallait d'abord partir de l'idée selon laquelle que la plus belle femme ne donne que ce qu'elle a reçu et ce qu'elle a. J'ai grandi avec ma grand-mère et ma grand-mère m'a éduqué, ma grand-mère m'a forgé, m'a procuré et transmis des valeurs et c'est elle, en réalité, qui m'a même soutenu et qui croyait en réalité en mon avenir. Parce que dès l'école primaire, ma grand-mère, parmi tous ses petits-enfants, j'étais le seul à qui elle pouvait retirer quelque part et lui parler face à face, tout en lui posant des conseils et en me faisant effectivement comprendre que ton avenir passera inévitablement par les études. Donc, quand j'ai commencé à écrire ce roman, il fallait effectivement lui rendre cet hommage. C'est un hommage à la fois vibrant,
sincère et méritoire, d'autant plus qu'elle constitue le fil d'Ariane de cette œuvre romanesque, mais autour de ce fil, cette galaxie, gravitent d'autres personnages qui ne sont pas moins indispensables, mais qui ont également apporté leur pierre, je vais dire, à l'édification de ma personnalité et de ma réussite. C'est un hommage très touchant que vous rendez là à votre grand-mère. Alors, j'ai une question un peu plus personnelle, Monsieur Matoko. Tonton Innocent, cet oncle qui vous a traumatisé pendant votre enfance, est-il toujours de ce monde? Oui, il est encore vivant. Vous savez, dans nos familles, on ne peut pas voir, tout le monde peut être gentil. Il y a toujours des gens qui sont gentils, qui acceptent tout, mais il y a d'autres qui doivent veiller à l'éducation des neveux. C'est très important. Il n'était pas méchant. Non, il ne faut pas le dire. Il n'était pas méchant. Il était rigoureux. Il était rigoureux à telle enseigne que tout écart, toute faute, pour lui, devait être sanctionné par une punition, sanctionné par une forme de bastonnade. Mais la manière de nous punir, consistait en réalité pour nous remettre sur le droit chemin. Et cet oncle, effectivement, était, je peux dire, entre griffes, présumé violent, mais sa violence était tout à fait utile pour nous ramener au droit chemin. Et il est encore vivant, d'ailleurs, ça ne fait pas 2 mois, je l'ai rencontré à Pointe-Noire, mais il ne sait pas encore que son nom est immortalisé à travers ce livre. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que, vous venez de le dire, est-ce que vous éprouvez une certaine rancune ou un ressentiment vis-à-vis de cette conduite déviante qu'il avait vis-à-vis de vous par rapport à cette rigueur dont vous nous parlez justement? Non, quand on est enfant, parfois on considère que la rigueur excessive d'un oncle serait nuisible ou préjudiciable à notre avenir, mais c'est pour notre bien. Ça nous a forgés. Parce que vous savez très bien, nous, quand on grandissait, il suffisait de commettre une erreur, on te met pipi avant, il y a des briques que tu dois soulever, mais sans sa présence, nous serions dépravés et égarés. Il a fallu, parce qu'il a joué un rôle aussi de figure paternelle. Parce que nous avons grandi avec notre grand-mère, il n'y avait pas un père, donc ce sont mes oncles qui devaient veiller également à notre éducation. Non, je n'éprouve aucune rancune, aucun sentiment de rancœur, bien au contraire, un sentiment infini de reconnaissance incommensurable. C'est une très belle leçon que nous devons garder. Alors, je vais maintenant inviter 2 mains courageuses et volontaires pour poser, dans notre public, pour poser des questions à notre auteur qui est juste là, à Monsieur Prince-Henri Matoko. Monsieur, s'il vous plaît. Oui, je peux le dire. Un guide, un frère, un encadreur. Lorsque je suis Monsieur Fiston Rail Social à Alpouco, je me limite par un titre de présentation. Lorsque je vous vois, Monsieur le PR, écrivain, faire des éloges de votre grand-mère, une question m'arrive à l'esprit. Je vous la pose. Pensez-vous que la femme joue un rôle très important par rapport à l'homme dans l'éducation des enfants? Sous-question. Quel conseil donneriez-vous à la jeune fille d'aujourd'hui, grand-mère de demain, qui, au lieu d'investir dans des valeurs, pense que la beauté, c'est la beauté physique qui fera d'elle une bonne grand-mère de demain? Puisqu'aujourd'hui, nous ne laissons ignorer qu'il suffit qu'une belle idiote ou une jolie imbécile se fasse filmer pour devenir célèbre sur les réseaux sociaux. Quel conseil pour la jeune fille d'aujourd'hui, la grand-mère de demain? Quel avenir voyez-vous pour les grand-mères de demain, les grand-mères de notre génération? Merci beaucoup pour la parole. Merci infiniment pour des questions posées avec une sagacité inouïe et qui me ramènent à plonger mon regard en tant qu'écrivain dans les abysses de ce roman et vous donner même la philosophie
qui gravitent ou qui se greffent autour de ce roman. En réalité, dans ce roman, j'ai voulu déconstruire un mythe qui longtemps est transmis presque de génération en génération, selon lequel les grands-mères ne savent pas éduquer, qu'elles sont trop laxistes, qu'elles tolèrent tout. Et cette tolérance est souvent une porte ouverte vers la délinquance, vers la déviance. Or, il ne suffit pas de dire cela. Et votre question rejoint la deuxième, parce que ma grand-mère, elle est née, comme la plupart d'abord de cette époque, dans un village. Donc, elle a bénéficié d'une bonne éducation et des valeurs dont elle s'est vue comme responsable, investir cette responsabilité de transmettre d'abord à ses enfants et à ses petits-enfants. Et pour moi, je peux vous assurer que loin d'être seulement douce, loin d'être tendre et généreuse, mais aussi d'un avantage éducationnel sans pareil, ce qui a forgé et m'a transmis les valeurs. Donc pour moi, c'est ce mythe que je voulais déconstruire. Il ne suffit pas seulement d'être auprès d'une mère pour espérer bénéficier d'une bonne éducation. On peut grandir sur une grand-mère et être bien éduqué. Donc, elle constitue la figure de proue de ce roman. Et deuxième raison de cela, c'est que j'ai dit, il y a des souvenirs qui s'estompent, qui disparaissent, qui s'épuisent ou qui se dissipent. Mais la seule chose, la seule âme qui nous permet d'imiter ces souvenirs, c'est l'écriture. On peut vous transmettre de bouche à l'oreille. L'oralité parfois aussi a des limites, mais l'écriture rentre dans l'immortalité. Et c'est ça qui m'a permis d'écrire ce roman. Alors, la deuxième question qui devient comme une forme de diatribe contre la jeune fille d'aujourd'hui, dont nous dénonçons les différentes déviances comportementales. Et quel conseil lui donner? Alors, je ne suis pas un moraliste pour lui donner des conseils, mais ce que je peux dire à la jeune fille, puisque la tendance aujourd'hui se repose sur l'indépendance de la femme, c'est que je peux dire chez la jeune fille, c'est d'abord privilégier son éducation, privilégier son autonomie, privilégier sa construction personnelle du point de vue moral, du point de vue spirituel, du point de vue intellectuel, et à ne pas trop donner plus d'importance à ce qui est superficiel, c'est-à-dire ce qui est artificiel, tel que l'avantage corporel et même ce qu'on appelle le maquillage. Donc, parce que si vous voulez avoir des grands-mères de demain, il faut que ce soit des femmes aussi qui sont capables de comprendre aujourd'hui qu'elles ont une responsabilité de bien agir sur la scène nationale. Si on dit souvent telle mère, telle fille, donc il y a la loi également de l'identification et la loi aussi de la transmission. Si elle est déjà mal éduquée, il est très difficile que quand elle sera grand-mère, qu'elle soit capable aussi de bien éduquer, sauf si manger, dévorée par des remords, après avoir commis des dégâts dans sa jeunesse, qu'elle prenne conscience de vouloir se racheter à travers l'éducation qu'elle peut transmettre à ses petits-fils. Donc, les femmes d'aujourd'hui doivent, à mon sens, beaucoup plus travailler sur elles-mêmes, sur l'éducation, sur l'autonomie, sur l'indépendance, afin d'être des femmes dignes de ce nom, comme de Rosa Parks, comme de Michelle Obama, comme toutes les femmes qui ont marqué l'histoire et la littérature et du monde. Je prends par exemple de George Sand, une femme qui a marqué la littérature. Ici, nous avons aussi des femmes qui marquent la littérature, mais c'est des femmes qui, à un moment donné, ont compris la nécessité absolue de ne pas trop laisser entraîner par ce qui est superficiel, mais d'accorder plus d'importance à ce qui est durable. Or, ce qui est durable, c'est ce qui se construit avec sueur et sang. Merci. Je suis Clarisse Kiba, je suis journaliste. Alors, journaliste dans les secteurs, je suis journaliste actuellement j'ai voulu à Télé Congo. C'est vrai, j'ai voulu la presse aussi. J'ai aussi réalisé une émission avec Michel Touko à travers le livre votre livre actuel. Alors, on constate que vous avez beaucoup d'attachement de ce livre. C'est vrai, vous parliez d'une tournée nationale, mais sinon, pour ce livre-là un peu partout. Qu'est-ce qui justifie votre attachement à ce livre, sachant que ce n'est pas votre seul livre, vous avez beaucoup de livres, qu'est-ce que c'est cet attachement?
Et dans le livre, vous parlez beaucoup de votre grand-mère, on peut pas en fait décider, mais comment on ne pas que je parlais de votre maman, quelle était sa partition de votre histoire, excusez-moi, la maman. Est-ce qu'elle aussi s'est décidée ou encore elle était vraiment négligente? Est-ce qu'on peut les deux? Qu'est-ce qui justifie mon attachement, je dirais même indéfectible, à ce livre, d'autant plus que j'ai une kyrielle ou une panoplie de livres aujourd'hui à mon actif. Il faut quand même le dire, j'ai 10 livres, et allant de la nouvelle, de la poésie et au roman. Mais pourquoi cet attachement? C'est d'abord l'intérêt profond que j'accorde à ce livre. Ce livre, pour ceux qui sont des chrétiens, il y a une partie, je ne veux pas choquer la foi des autres, mais pour ceux qui sont des chrétiens, il y a un verset dans la Bible qui dit « La loi n'était qu'un précepteur qui devrait en réalité annoncer la grâce. » Donc pour moi, tous les livres que j'ai écrits jusqu'à présent ne devraient seulement préparer en réalité la venue de ce livre. Ne devrait, je répète, préparer en réalité la venue de ce livre, parce que s'il y a un livre que je devrais, urbi orbi, publier avant tout, c'est ce livre. Mais j'ai attaché un amour profond comme ma prunelle. J'ai dit bien, les premières pas de ce livre ont écrit en classe de 5e. Je suis encore en 5e. Ce qui suppose et ce qui établit que tout le long de mon cursus, au collège, au lycée, à la fac de droit, et même quand j'étais élève à l'ENAM, élève magistrat, c'est là où j'ai bouclé le dernier chapitre. Donc j'ai porté ce livre près de 25 ans. Parce que je voulais que ça soit, d'après moi, mon meilleur enfant littéraire. À ce que ça soit présenté, mais par la grâce de Dieu, ce livre avait obtenu un accueil très chaleureux au CCF le 5 juin 2024, avec la participation de près de 400 personnes dans le hall du CCF. C'était un succès retentissant, ce qui justifie, sans l'ombre d'un doute, mon attachement à ce livre.